Troisième et dernière partie de l'African Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Ramata Maïga Koulibaly, président du collectif des Maliens de France pour la paix, de Boubacar Salif Traoré, président de l'ADK, l'association pour le dialogue et l'engagement citoyen en Afrique, et de notre éditorialiste Jemal Taleb. Les États-Unis ont annoncé une interdiction quasi totale du commerce de l'ivoire sur leur territoire. Une décision saluée au Kenya. Il faut dire qu'après la Chine, les États-Unis constituent la deuxième destination de l'ivoire illégale au monde. Alun Guindo. L'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphant d'Afrique par Washington, saluée par les écologistes kenyans. Ces derniers ont tenu à manifester dans les rues de Nairobi ce jeudi 4 juin 2016 pour saluer l'aboutissement de plusieurs années de lutte. 2 jours auparavant, le 2 juin, les autorités américaines avaient décidé d'interdire de manière quasi totale le commerce de l'ivoire sur leur territoire. Une décision qui permet au gouvernement d'appliquer les restrictions énoncées par le décret du président Barack Obama en 2013 visant à combattre le trafic des espèces sauvages. Ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que les États-Unis représentent le deuxième plus grand marché au monde pour l'ivoire. Aussi, cette décision du gouvernement américain a un impact conséquent. Pour certains écologistes, la mesure qui a été prise par les autorités américaines fermera désormais un canal important pour les trafiquants d'ivoire. L'ivoire est elle-même issue des défenses d'éléphants, un des plus grands trésors qui tend à disparaître dans la région de l'Afrique de l'Est. Je suis heureux que cela arrive et j'espère que cette action sera suivie par une nouvelle interdiction de la part de la Chine. Une fois ces interdictions mises en place, les éléphants auront une chance de survivre. Le braconnage et le commerce d'espèces sauvages protégées représentent la 4e grande activité criminelle internationale. Avec cette décision, les écologistes kenyans s'attendent à ce que la population des éléphants d'Afrique en voie de disparition se stabilise. Jemal, que pensez-vous de cette décision prise par les États-Unis ? Elle est tardive, elle est forcément la bienvenue, donc on ne peut que la saluer, bien entendu. Elle démontre, de mon point de vue, tout de même, mais pardon pour une voix dissonante, ce n'est pas mon objectif. Mais si les Kenyans se réjouissent, c'est parce qu'ils acceptent leur incapacité à surveiller leur territoire, à combattre efficacement ce trafic. Alors je comprends bien que ce n'est pas facile de le faire sur des espaces aussi importants et aussi grands. Mais enfin, la complicité générale pour décimer les éléphants et donc détruire naturellement l'environnement écologique de ce pays est réelle. Et donc l'incapacité des gouvernements kenyans successifs est une réalité. Cela dit, ça paraît tout de même assez surréaliste d'imaginer que les États-Unis, qui sont toujours prompts à donner des leçons à l'humanité entière, ne soient pas capables d'interdire chez eux une espèce en voie de disparition et dont tout le monde convient que sa protection est un élément important de l'équilibre écologique. Ça paraît toujours bizarre, mais enfin les États-Unis ne sont pas à la première contradiction près, ni malheureusement d'ailleurs pas la dernière, cela dit, c'est plutôt une bonne chose. Et puis le président Obama, enfin, décide de prendre de bonnes mesures. S'il pouvait prendre les mêmes contre les armes, s'il prend les mêmes contre beaucoup de choses, s'il pouvait augmenter un peu l'aide de son pays aux pays africains, s'il pouvait se souvenir un peu qu'il a des origines africaines, ça ne lui fera pas de mal, mais c'est bien, j'encourage. Est-ce que vous pensez que la Chine puisse suivre le pas ? La Chine, d'abord je n'en sais rien, mais la Chine c'est différent, c'est-à-dire que le courant, et c'est toute la différence entre les États-Unis et la Chine. On peut critiquer les États-Unis, mais on le critique justement parce que c'est un pays démocratique. On peut aimer ou ne pas aimer, c'est un vrai pays démocratique. La Chine n'est pas un pays démocratique. Et donc, la capacité des organisations, des ONG, de la société civile, de faire pression sur le gouvernement américain est une réalité parce que les voix peuvent s'élever dans ce grand pays démocratique où on est capable de critiquer telle ou telle chose et de pousser vers telle ou telle mesure. Ce qui n'est pas le cas en Chine. Cela dit, les Chinois ne sont pas plus bêtes qu'un autre, ils sont aussi, et de par leur gouvernement, capables de comprendre que la donne doit changer. J'ai bon espoir qu'ils suivent l'exemple américain pour une fois. Ils n'ont pas tellement l'habitude de suivre les Américains, mais enfin pour la bonne chose on peut le faire. Et donc j'ai toujours bon espoir. Cela dit, tout indique malheureusement qu'on n'est pas en train de prendre cette direction. Cela dit, on n'en sait jamais rien. La misère américaine est venue, elle a été annoncée il y a quelque temps. Il y en a avant, on n'en savait rien. Vous disiez tout à l'heure que ce n'était pas suffisant que les pays destinataires du trafic de l'ivoire prennent des mesures, mais qu'est-ce que peuvent faire les États africains? D'où vient cet ivoire? Je veux dire, c'est pas des méthodes faciles. C'est-à-dire que imaginer que sur un plateau de télévision on est capable de trouver une solution pour des pays qui ont des difficultés depuis des dizaines et des dizaines d'années n'a pas de sens. Donc je ne suis évidemment pas capable de leur donner une solution. Ce que j'imagine en général, c'est que les moyens de protection de la faune et de la flore ne sont pas suffisamment mis en place et que, pardon, on parlait de corruption tout à l'heure,
Au Kenya aussi, on ne doit pas tellement y échapper. Et donc, quand on sait que le commerce d'ivoire rapporte gros, même très gros, on peut s'imaginer que le pays destinataire est évidemment un pays où le passage est possible, mais que le pays d'origine est un pays où malheureusement le trafic est assez important. Alors, soit on se donne les moyens assez importants pour protéger une nature dont on a besoin et dont on comprend les retombées, non seulement écologiques, mais aussi touristiques, donc économiques importantes. J'ai le sentiment personnellement, c'est que le Kenya, qui sans doute a fourni d'efforts assez importants, n'était pas à la hauteur de ce qu'il fallait. Merci. Dans l'actualité également au Bénin, une initiative a été mise en place afin de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Il s'agit de l'UAC Startup Valley au sein de l'université d'Abomey-Calavi. Créée il y a 2 ans, la structure accompagne les jeunes diplômés dans la création de leur activité. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commenté par Ibrahima Djoumaba. L'université d'Abomey-Calavi Startup Valley contribue à l'éclosion des jeunes entrepreneurs dans les universités publiques ou privées du Bénin. Face à la problématique du chômage structurel et endémique des jeunes, l'UAC apporte un coup de pouce aux jeunes diplômés par le biais du centre d'incubation de jeunes entreprises innovantes. Mis en place depuis janvier 2015, ce centre d'incubation accueille chaque année une centaine de diplômés répartis en 20 groupes. Ces jeunes entrepreneurs sont soumis à des épreuves et ateliers qui leur permettent de s'approprier leurs projets. Nous nous sommes constitués en groupe et nous avons postulé pour l'opportunité. Alors, suite à cela, nous avons été présenter notre projet devant un panel de jury qui nous a retenus, n'est-ce pas, comme le premier groupe parmi les 40 idées d'entreprise qui ont été retenues. Ça nous a permis de croire en nous d'abord, que ce que nous avons comme projet peut porter. Nous visons encore plus gros sur le territoire béninois et même ailleurs, dans les pays sahéliens, il y a l'anémie qui bat son plein. Des milliers d'enfants, des milliers de femmes enceintes meurent chaque année pour ça. Donc c'est le but visé, c'est notre objectif pour guérir l'anémie. C'est pourquoi nous avons conçu ce produit pour le faire sortir, pour soulager un tant soit peu nos mamans et nos enfants. Accompagner et encadrer les diplômés dans la création et le développement d'entreprises durables qui génèrent des emplois décents, contribuer à la réduction du chômage, diffuser la culture entrepreneuriale dans la communauté universitaire, telles sont les missions que les autorités ont assignées à l'UAC Startup Valley. Le centre d'incubation des entreprises innovantes valorise des idées d'entreprises des jeunes diplômés dans les domaines de l'agrobusiness, des technologies industrielles et des services à haute valeur ajoutée. Nous sommes convaincus que la seule manière pour résoudre le problème du chômage, c'est de faire créer des entreprises qui traversent la période de turbulence qui est de 3 ans. Parce que vous savez que le taux de mortalité des entreprises en Afrique francophone noire est très élevé. Donc l'incubateur, avec ce processus d'incubation sur 4 ans, permet aux startups de traverser la période de turbulence pour ne pas mourir et se développer pour être des entreprises durables qui durent dans le temps. Les autorités du centre d'incubation des entreprises innovantes entendent contribuer à la maîtrise du taux de chômage des diplômés de l'UAC en dessous de 20% à l'horizon 2025. Aussi, envisage-t-elle d'encadrer les jeunes diplômés afin qu'ils créent au moins 30 entreprises innovantes par an pour générer au moins 1000 emplois directs et 5000 emplois indirects d'ici 15 ans. Monsieur Traoré, que pensez-vous de ce concept ? Je salue ce concept. Je pense que c'est une action concrète, sans doute encouragée par le nouveau président béninois qui est lui-même chef d'entreprise. Il ne faut pas oublier que sur 75 millions de jeunes chômeurs à travers le monde, 38 millions se trouvent en Afrique. Et donc la création d'entreprises est une vraie opportunité pour les jeunes africains. Et c'est une initiative à encourager. Je pense que dans d'autres pays, il existe des initiatives similaires. Je pense notamment au Mali, où il y a un Cube Mali qui existe, notamment dans les pays anglophones, Nigeria, Ghana, et en descendant vers l'Afrique australe, les jeunes se sont mis vraiment dans l'entrepreneuriat. Et on est en train de voir justement l'émergence de cette jeunesse africaine capable de monter des entreprises. Et effectivement, l'une des questions sur lesquelles je travaille aussi, c'est d'aider les jeunes Africains à avoir des entreprises plus durables. Parce qu'effectivement, la durabilité des entreprises est un réel problème. Donc, passer le seuil des 3 ans est un réel défi. Mais sinon, effectivement, c'est une initiative concrète à encourager et à saluer. Alors oui, Gemma, c'est intéressant justement ce type de structure qui permet un suivi de la création d'entreprise. Non, c'est tout le principe de l'incubateur. C'est-à-dire que le problème d'une entreprise, c'est toujours les 3 premières années. Et donc, si on n'est pas capable de tenir et de tenir longtemps,
généralement, on ne tient pas jusqu'au bout. Ce que vous dites est vrai, mais moi, ça ne m'étonne pas que ça vienne du Bénin, et pas seulement du président Talon. Je pense que le talent, pour le coup, et pas le talent, des Béninois, c'est d'inventer tout le temps des choses nouvelles. Et donc, ça ne m'étonne absolument pas que les Béninois le font. Deuxièmement, il faudrait que définitivement, et ça concerne le Bénin, mais pas que le Bénin, que nous comprenions définitivement que la richesse se crée dans l'entreprise, que le travail se crée dans l'entreprise. L'idée saugrenue qui consistait à nous faire croire depuis toujours, mais ça nous l'avons hérité, en tout cas nous francophones, de l'État jacobin français. Les emplois sont d'abord publics pour qu'ils soient pérennes. Et donc, il faut que définitivement nous brisions ce principe et que nous comprenions encore une fois que la richesse, la création de la richesse, la création de la valeur se fait dans l'entreprise. Nous avons de vraies difficultés sur nos continents. Vous avez donné le chiffre des jeunes qui est absolument réel. Dans nos pays, nous sommes en 70% de jeunesse. Le chômage des jeunes dépasse parfois les 30%. Aucun pays ne peut être viable s'il n'est pas capable d'offrir à sa jeunesse un avenir, en gros, une formation et un travail. Et ça, c'est une équation que nous n'avons jamais faite parce que nous sommes des économies généralement basées sur les matières premières, on les extrait, on les vend, un peu on dilapide parfois. Et quand on dilapide pas, en tout cas, on ne sait pas où ça va. Et donc, l'idée qu'on arrive aujourd'hui à autre chose est, de mon point de vue, une bonne chose. Et puis, le dernier point, et ça ne m'étonne encore une fois pas que ça vienne de l'université d'Abomey-Calavi, c'est que pour une fois, l'entreprise et l'université vont se rapprocher. Pour une fois, les universités vont commencer à réfléchir qu'en fait, ils forment des gens pour qu'ils aient un emploi, pour créer une entreprise, pour créer de la richesse. Et donc, l'idée de créer cet incubateur dans l'université d'Abomey-Calavi, ça a un sens absolument. Et si à Bamako, mais à Nouakchott, un peu partout, on pouvait imaginer ça de plus en plus et qu'on comprenne que la richesse, on est capable de la créer, la valeur, on est capable de la créer, ça nous fera peut-être pas mal. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. Le gouvernement nigérian a annoncé avoir récupéré l'équivalent de 9,1 milliards de dollars d'argent et de biens volés depuis l'accession à la présidence il y a un an de Muhammadu Buhari. Les autorités d'Abuja n'ont pas dévoilé l'identité des individus ou des sociétés auprès de qui ces ressources ont été récupérées, mais il s'agirait de personnalités liées à l'ancien pouvoir. Gémal, le président Muhammadu Buhari, il a été élu sur sa promesse de lutter contre la corruption. On peut dire qu'il est en train de tenir cette promesse? Encore une fois, qu'est-ce que vous voulez, j'ai un faible comme ça pour quelques chefs d'État, Mohamed Buhari en fait partie. Et donc je pense que c'est un homme d'une poigne, d'une force de caractère absolument impressionnante. Cela dit, je suis un peu déçu, parce que sous le président Goodluck, il y a 2 ou 3 ans, le trou à la Banque centrale était de 40 milliards. Et les recettes perdues sur l'exportation du pétrole avoisiner ce chiffre. C'est bien 9 milliards, mais le compte n'y est pas. C'est-à-dire qu'on n'est même pas encore au quart. Cela dit, il faut se réjouir. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique désormais sous le président Buhari, mais ça ne m'étonne pas. Les informations négatives venant du Nigeria depuis que le président Buhari est là ont un tout petit peu changé. On n'a plus les informations de Boko Haram, du rapt d'enfants, de la corruption, de tel ou tel État qui s'affronte, de tel ou tel groupe armé qui se rebelle. C'est fini. Et donc, on sent bien que c'est quoi, un an et demi qu'il est là, il commence à inverser la tendance et c'est bien. C'est au-delà du chiffre lui-même ce que je retiens de la présidence de Buhari. Enfin, je suis bien content de savoir, parce qu'il y a des chefs d'État que j'aime bien, mais dont les résultats ne sont pas là. Lui, je l'aime bien et je suis bien content que ce soit là. Je parle de Museveni, évidemment, en parlant des chefs d'État où le résultat n'est pas toujours là, hélas. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a des personnalités de l'ancien pouvoir, parce qu'on sait que les personnes auprès de qui ont été récupérées ces sommes sont liées à l'ancien gouvernement? Est-ce qu'il est possible que ces personnalités soient poursuivies, et même du gouvernement de Goodluck Jonathan? J'espère bien, c'est-à-dire que l'impunité ne peut pas être la règle, et connaissant le caractère du président Buhari, on comprend bien que l'impunité n'y est pas. Cela dit, le fisc est capable, dans des situations comme celle-là, de faire ce qu'on appelle en droit américain le plaider coupable. C'est-à-dire qu'on est capable de dire aux gens, venez, plaider coupable, rembourser, et c'est le solde de tout compte. Pourquoi pas? C'est une méthode qui n'est pas une impunité absolue parce que l'argent est récupéré, mais en soi, ça donne une paix sociale dont on a besoin, et puis surtout, ça pousse tous ceux qui ne le font pas à le faire à nouveau. Le
fisc dans les pays occidentaux aussi mène des opérations comme ça, où il y a une négociation avec les gens, où on leur demande de le ramener. Là, on est sur des situations différentes, parce que généralement, on le fait sur la fraude fiscale. Là, on est sur du détournement de deniers publics. Et donc, le détournement de deniers publics, normalement, ouvre une information auprès du parquet. Et donc, c'est l'autorité générale qui le fait. Cela dit, si on vote une loi qui le permette, et je ne sais pas si le cas du Nigeria, ça a été fait, oui, ça n'est en soi pas choquant. Moi, je pense toujours que la meilleure arme pour récupérer les biens de l'État, c'est d'être un peu plus intelligent et de négocier quand il le faut. Sinon, vous mettrez tout le monde en prison et en réalité, c'est une pédagogie qui est très longue et qu'il faut évidemment prendre en compte. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le deuxième volet de cette semaine consacrée au Mali. Madame Coulibaly, merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci. Monsieur Traoré, merci également. Merci de m'avoir invité. Et Gemal, merci d'avoir été là. Merci Fanny, c'est un plaisir. Et puis c'est un plaisir de retrouver des compatriotes maliens, ou presque. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.